Bonjour, je suis Jean-Pierre Criqui, conservateur au service des collections contemporaines du Centre Pompidou. Nous nous trouvons ce matin dans l'atelier d'Edgar Sarin afin de réaliser un bref entretien avec lui à l'occasion de l'entrée en collection de deux œuvres importantes d'Edgar, Yerevan et la Kaaba, grâce aux amis du Centre Pompidou. Donc Edgar, de ces deux œuvres qui viennent d'entrer dans la collection du Centre Pompidou, la plus importante, je dirais sans doute dans ton travail, mais aussi volumétriquement, c'est la Kaaba. Or, la Kaaba, c'est une sorte de série pour toi. Est-ce que tu peux essayer de nous rappeler comment cette histoire a commencé et comment elle s'est développée pour en arriver jusqu'à la nouvelle acquisition? Bien sûr, Jean-Pierre. Bon, c'est vraiment une œuvre qui est caractéristique de mon travail parce que c'est une œuvre qui est née dans une exposition pour une exposition. Donc, c'était dans le cadre d'une exposition en 2020 au Centre d'art de Clamart. Et ma manière d'envisager les expositions, c'est que ça doit toujours être, on va dire, une première sédentarisation. Donc, on arrive sur un lieu, on comprend justement l'espace et l'environnement qu'il y a autour. Et on essaie d'à partir de cet environnement immédiat, on va dire, retrouver un espèce d'équilibre social et politique au sein de cet espace artificiellement préparé. Donc c'est une architecture inspirée de greniers celtes qui s'appelait les Oreo, que j'ai découvert dans l'exposition de 62 du MoMA Architectures Without Architects. Et donc ces architectures qui ont après été reprises dans des enluminures par l'Église comme quasiment des signes de puissance. Ces architectures étaient montées sur pilotis afin de protéger les graines des animaux et les petites bestioles. Quand tu parles de sa genèse, très souvent tu parles au pluriel en disant on ou nous, ce qui suppose que c'est aussi un travail d'équipe. Je crois que c'est quelque chose d'important dans ton travail. Ben ici, l'exposition s'appelait Objectif Société et donc on était une petite trentaine à fabriquer cette exposition. Donc clairement une petite société et tout s'est passé assez collectivement, encore une fois, à la manière d'une société nomade qui commencerait à se sédentariser. Tout à fait. C'est un geste collectif. Je posais la question sur la nature chrétienne ou non de ce type architectural, repéré en Espagne, hein, je crois, tu as dit d'abord, parce qu'en fait, tu choisis de l'intituler Kaaba. Quand même, la Kaaba, c'est ce cube noir qui se trouve au centre de la grande mosquée de la Mecque et autour desquelles les pèlerins vont faire un pèlerinage annuel. Donc ça renvoie à un autre type d'architecture en même temps qu'une sorte d'archétype l'archétype majeur de la sculpture abstraite du XXe siècle, à savoir le cube. Et c'est le Kaaba, Edgar, qui va rentrer dans les collections du Centre Pompidou que tu es en train de réaliser. Comment va-t-elle se distinguer du modèle initial et de celui qui, entre les deux, était venu s'inscrire, parce que c'est un type d'œuvre qui connaît diverses incarnations. Là, c'est la troisième, je Tout crois. à fait, Jean-Pierre. En fait, là, ce sera la troisième version. Donc, la deuxième version était dans le cadre de l'exposition Napoléon encore aux Invalides, pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et dans la plus pure tradition napoléonienne, on était venu piller 4 pilotis de la Grande Kaaba pour les ramener sous le dôme des Invalides pour reconstruire une Kaaba Mesdouche. Donc, en fait, la première Kaaba, elle, a été détruite parce qu'on avait récolté tout ce qui s'était passé dessus. Et donc, la Kaaba pour Pompidou a été construite pour pouvoir être réactivée lorsque montrée. Pour l'instant, elle est matricielle, entorchée. Le but, c'est qu'elle soit montrée. Pendant qu'elle est montrée, des choses arriveront dessus. Et à la fin de la période de démonstration, on récoltera tout ce qui s'est passé dessus et elle sera reformée avec un nouveau torchis. Donc c'est vraiment, il faut voir ça comme une surface qui, à chaque fois qu'elle va re-rentrer dans la réserve, sera retartinée Une couche, oui. d'une couche de torchis. Et entre-temps, on aura récupéré tout ce qui s'est passé dessus. Est-ce qu'on peut dire un mot de l'autre œuvre de toi qui est en ton collection, à savoir la sculpture qui s'appelle Yerevan et qui est un don de ta part d'ailleurs, que tu as généreusement ajouté à l'acquisition de la Kaaba. Donc oui, Yerevan, qui est d'ailleurs le nom de la capitale d'Arménie, et c'est une sculpture composée de trois éléments. Le premier est un bloc de chêne massif, ensuite il y a un pavé de ville de Paris, et ensuite il y avait une longue poutre que j'avais taillée en denticule, qui avait été coupée en trois, puis rapiécée ensemble pour former un espèce de bas-relief, tout ça semblé avec une sangle Oui, rouge. oui, oui. Qui ajoute une espèce de touche de couleur assez
inattendue, enfin, très, très surprenante et qui donne un accent, en tout cas chromatique, coloré à la sculpture qui, elle, elle est assez pure. Le bois est travaillé à l'huile d'olive, enfin, il y a plusieurs couches d'huile d'olive pour trouver la bonne teinte de bois aussi. Donc, enfin, il y a toujours eu une qualité chromatique dans toutes les sculptures enfin, qui participait en fait de l'équilibre plastique de la sculpture. Edgar, on se trouve dans ton atelier qui est dans le Marais, mais c'est un des endroits où tu travailles, un des deux principaux endroits. Mais on a compris aussi que les expositions conditionnent les lieux de réalisation. Mais enfin, ici, c'est quand même le lieu d'un éternel retour auquel tu reviens. Est-ce que tu peux nous parler de la place que tient l'atelier pour toi? Bah, pour moi, l'atelier, on va dire la clé qui fait tenir tout le système. L'atelier est peut-être un des seuls endroits où on a le droit de faire des erreurs. C'est un atelier, enfin, c'est un espace d'intimité par excellence et qui participe, je pense, à l'équilibre de chaque artiste. Mais je dirais que je vois l'atelier un peu comme une mine dans laquelle, avec le temps, on trouve un nouveau filon d'un nouveau matériau, donc on creuse dans cette direction, puis on recreuse dans cette direction. Et est-ce que l'atelier, c'est aussi le lieu de la première exposition, ou est-ce que avant que les œuvres s'agencent entre elles, elles sont dans une espèce de désordre ou de chaos dans l'atelier, ou est-ce que c'est aussi le premier lieu? Ben, bah, je dirais que c'est le lieu où on a le temps de plus regarder les œuvres d'une certaine manière. Mais c'est vrai que ce chaos dont tu parles, ce chaos procède de la création de l'œuvre. Mais je pense, on va dire qu'une œuvre est finie à partir du moment où moi j'ai l'impression qu'elle me glisse des doigts, c'est-à-dire que j'ai plus le niveau d'autorité pour interagir avec elle. Et à partir de ce moment, oui, bien sûr que l'atelier devient cet endroit. Mais est-ce que tu le mets en scène, l'atelier, d'une certaine manière ou non, j'entends, avec les œuvres? Il faut que chaque œuvre soit disponible, on va dire. Quand je disais cette histoire de chaque œuvre procède d'une évasion par rapport à la précédente, il y a bien sûr déjà, il y a bien sûr quand même un petit phénomène de survivance. Donc chaque œuvre faite est représentée dans les nouvelles œuvres par un biais qui est assez intuitif, et que ce soit une odeur, un geste de la main particulier qui amène ce petit processus de survivance. Donc ici, je travaille sur des nouvelles séries de peintures qui sont héritées de tout le travail que j'ai fait pour la mort de la Vierge, la copie du Caravage. Donc elles s'inscrivent dans une tradition que j'ai de considérer les palettes comme un événement pictural en soi. Et donc je garde mes palettes depuis toujours, qui sont des moyens déjà de sauvegarder et d'archiver des harmonies de couleurs, des éléments de couleur. Et ici, donc, c'est une nouvelle technique, et une technique qui est assez diaphane, diaphane avec un travail de fond qui va donner le geste parfait. Ça, ce sont des tampons qui sont des séries que j'ai réalisées ces dernières années, qui sont des gros tampons taillés dans des blocs de chêne qui étaient appliqués sur des grandes toiles. Dans une ambition de reproductibilité, bon, assez archaïque, hein, mais qui était très belle. Ici, c'est un motif qui est repris de la tapisserie de Bayeux, qui est la comète de Halley, qui est sûrement la comète la plus célèbre de l'histoire de l'art. Giotto l'a vue et peinte à la chapelle d'Escroverny, et elle a été aussi vue par l'armée de Guillaume le Conquérant. Peut-être est-ce qu'on peut évoquer tes chantiers en cours, parce que tu as beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées ou qui viennent tout juste de l'être. La première que j'aimerais que tu évoques, c'est cette copie de la mort de la Vierge de Caravage que tu viens d'exécuter pour une exposition au Centre Pompidou-Metz avec le Louvre sur la copie justement. Alors, est-ce que c'est un tableau qui avait une place spéciale dans ton imagination, dans ton imaginaire? Comment ça s'est fait? J'ai une relation assez particulière avec le Louvre, c'est un endroit où je vais tous les dimanches avec mes filles. Et c'est vrai que la galerie italienne, et particulièrement cette pièce du Caravage, a toujours fait partie de mon intimité d'une certaine manière. Alors, lorsqu'il m'a été proposé de choisir une œuvre pour l'exposition des copistes,
Je crois ce qui m'a poussé vers cette pièce avant tout, c'était son format, qui était quasiment un format de peinture américaine. Tu peux rappeler la taille C'est 3,69 m par 2,70 m à peu ok. près, quelques centimètres Donc c'est près. gigantesque quand même comme C'est une très tableau. grande Ouais. peinture, tout en verticalité. Donc la moitié supérieure est occupée par un grand voile rouge et les personnages sont dans la partie inférieure. C'était passionnant parce que je pense qu'il y a la meilleure manière de regarder une peinture, c'est de la dessiner, c'est de la reproduire. Et donc le Caravage, lui, commençait avec un fond noir et partait du fond jusqu'au premier plan, donc peignait Ouais. les personnages l'un au-dessus de l'autre au fur et à mesure. Sans dessin préparatoire, comme on sait généralement. Hein, Exactement, ouais. oui. Il griffait dans le Ouais. fond Mm. quelques lignes de C'est pas caractère. d'esquisse, c'est pas de choses comme ça. Et c'était passionnant de voir la finesse de la composition du Caravage, comment les lignes de chaque personnage, de leurs habits se complétaient. Mais bon, on m'a prêté l'atelier de Kabakov à Mitainville et j'ai passé un mois et demi à travailler sur cette peinture. Ça a été un de mes chantiers les plus laborieux. C'était pas facile. Dans la peinture et même, comme on l'a vu dans la sculpture, j'ai une grande problématique qui est aussi une manière enfin, une recherche d'évacuer le sujet pour arriver à un geste de peinture qui soit que peinture d'une certaine manière, et un peu comme un, un geste qui ne contient que son propre mystère d'une certaine manière, ou le mystère de sa création. J'ai repris les silhouettes du tableau et qui ont donné cette composition qui est en effet assez dépouillée. Et, Avec des couleurs plus légères, plus claires, je veux tout à dire, fait, ouais. que dans le Des couches tableau très de fines. Caravage. Hein. Ça a été fait Ouais. quasiment qu'avec des ocres, à part le bleu, bien sûr. Alors, si on parle d'un autre de tes chantiers ou de tes projets, en tout cas, il y en a un qui est très énigmatique pour moi, c'est celui d'une traversée de l'Atlantique pendant laquelle tu peindrais des œuvres jusqu'à ton arrivée à New York. Raconte-nous un peu ce Bien sûr, projet. Jean-Pierre. Donc, toute l'idée a commencé dans le cadre d'un été au Havre. On a installé une œuvre qui est un grand bronze de 10 mètres de haut, qui a une répétition de motifs d'amphore en verticalité dans la ville du Havre. Et c'est vrai, quand on a installé l'œuvre, on voyait partir les bateaux. Et c'était une idée qui me trottait depuis très longtemps. Enfin, dans ma jeunesse, j'ai fait les premières expositions à New York. On faisait ça de manière très punk, comme on sait faire aussi avec mon groupe de recherche La Méditerranée. Donc, mais c'est là-bas qu'on a un peu mis la base de toutes les idées de l'heuristique de l'exposition, donc l'exposition comme un espace actif et un espace de découverte. Donc, c'est l'idée d'y Et retourner, voilà, c'est l'idée d'y retourner. mais le voyage est productif, puisque c'est pendant le voyage que vont se faire Tout des à fait. œuvres. Ouais. Bah, tu sais, Jean-Pierre, comme je te disais, cette heuristique de l'exposition, le but, c'est de mettre au point une situation qui est une situation qui est préparée, artificielle, et ici, typiquement, être enfermé, on va dire, avec une quantité finie de matériaux, donc une liste de matériaux précises qui sont du marbre de Carrare, de la pierre calcaire, pierre des cathédrales, des pigments, de la toile, du chêne, Ça, c'est ce de que la tu céramaille. embarques. Ça, c'est ce que j'embarque. C'est Robinson Crusoe à l'envers, finalement. C'est pas ce que tu trouves dans le navire échoué, c'est ce que tu mets dans le bateau qui va partir. Hein. Exactement, Ouais. exactement. Et, mais ce qui est la panoplie de matériaux avec lequel je travaille au quotidien. Et donc, à partir de ce système de contraintes qui sont les matériaux embarqués, le deuxième système de contraintes qui est d'être en pleine mer et d'avoir aucune interaction avec le monde réel. Et donc, le but, c'est d'à l'arrivée de New York, toutes les œuvres qui ont été produites pendant la traversée, le soir même, monter l'exposition, vernissage, et après, repartir. Enfin, ça a toujours été un fantasme d'arriver à New York en bateau. Je pense que ça vient d'ici. Et c'est vrai qu'on a fait une exposition il y a un an maintenant avec la collection Lambert au Japon, où c'était un peu c'est une expertise que j'ai commencé à développer avec le temps, de travailler dans un espèce de studio ambulant avec les matériaux qu'on trouve autour, enfin en tout cas un nombre de matériaux finis qui sont autour, et en porosité avec l'environnement, ce qui fait que l'état va conditionner le geste et le geste va conditionner la forme.
C'est Et extrêmement romantique comme projet. L'embarquement, en plus, tu choisis de le faire sur un voilier. C'est un gros voilier, mais c'est quand même un voilier. c'était pour donner plus de temps Ouais. aussi, ça double le temps de traverser, donc ça me double le temps ça me double mon temps de travail. Chaque œuvre qu'on crée est pour moi un aspect de nouveau petit fardeau qui va définir la pratique, qui va définir une qualité picturale, qui va définir une place dans une histoire du geste, etc. Et je considère une nouvelle œuvre à partir du moment où elle procède d'une évasion par rapport à la grande, par rapport à la précédente. Donc c'est aussi une manière de trouver des nouvelles situations qui vont me permettre de faire sortir un nouveau geste. C'est le poème de Mallarmé, Brise marine, fuir, là-bas fuir, je sens que des oiseaux sont ivres, etc.